Florida, 66% of food insecure families have to choose between food or medical care. And among our youth, sometimes that choice comes down to food or shelter. Nicole's in the newsroom to tell us about a place where they can have both. Nicole. Eden and Janice, Covenant House Florida opened its doors 36 years ago today, and in all that time, they've never closed them to youth in crisis. As part of our Food for Thought campaign, we visited the nonprofit to offer support and highlight its commendable work then and now. Tucked between luxury high-rises and located steps from Fort Lauderdale Beach is a safe haven for homeless youth. Covenant House Florida opened its doors back in 1985. A lot of our youth have experienced different vulnerabilities, exposure to abuse, trafficking, domestic violence, or simply families fell on bad luck and they were without shelters. For the last 2 months, 19-year-old Shamia has called Covenant House home. I had got out of the Navy, and then I was like, I didn't have nowhere else to go. And they recommended this place, and I was like, nice, and I came. Along with other youth currently living here, Shamia receives a full spectrum of services, including education, medical, job readiness training, and counseling. Above all, everyone is assured a warm bed and 3 daily meals. Are you guys enjoying your sandwiches? No one believed me. No one believed what happened in Covenant House. At 60 years old, Daryl Basile says he is still haunted by his time at the Covenant House in New York. Basile claiming as a troubled teen at just 14 years old, he was sexually assaulted numerous times between 1973 and 1974 by Father Bruce Ritter. We'd live with it for the rest of our life. The rest of it. It doesn't end. There are many times I close my eyes and I see Bruce Ritter. Ritter died at 72 years old in 1999. He founded the Covenant House as a shelter for runaways, but accusations of misused funds and sexual abuse eventually forced him to resign in 1990. No criminal charges were ever filed against Ritter. However, today, despite his death, 2 victims, one anonymous and the other Basile, are seeking justice thanks to the Child Victims Act. It's time for these kids, now adults, in their 40s, 50s, 60s, and 70s, to be heard, to be believed. The Child Victims Act allows people of any age to file a civil suit no matter when the alleged abuse took place for a period of 1 year. Jeff Anderson filed those 2 suits today against the Covenant House and Archdiocese of New York, claiming they were negligent and despite numerous allegations continued to employ Ritter and provide him access to innocent children. An unspecified amount of money is being sought for damages. The Archdiocese issuing this statement to Pix 11, saying in part, while we carefully review the claims made in these suits, we ask that people pray for peace and healing for those who have suffered from the sin and crime of sexual abuse of minors. We also reached out to the Covenant House for comment, but did not receive a response at the time of broadcast. Basile now lives in Texas with his wife of 27 years. Narmeen Chaudhry, Pix 11 News. Roy Cohn was the reason my parents were convicted and executed. The last place I saw your grandparents was Sing Sing. Going to Sing Sing is a way of connecting to that 10-year-old. I read The Judgment of Julius and Ethel Rosenberg, and there was a reference to Roy Cohn, and I'd already heard about him because of McCarthy. To call Roy Cohn evil, it's true, but it doesn't explain 100 other things about him. Every era has an opportunist, somebody who will stretch the law and ethics to make the ends justify the means. Roy knew how to get permits taken care of, unions to do your bidding, the mafia to leave you alone. He would do whatever he needed to win. I found out one thing in life. Don't ever threaten unless you intend to follow through. That is how to wield power. If there were 2 of you, one would be here, helping. With your $25 gift, AmeriCares acts for you around the world, delivering emergency medical supplies where there's no other healthcare, rebuilding after disasters, staying to support sustainable facilities, providing $526 million in life-saving supplies across the country and the world this year alone. AmeriCares. It's what you do, so it's what we do. Donate now. The voluntary organization AmeriCares
assisted the islands affected by Hurricane Erika previously, and on Saturday, 2 members of the Connecticut-based organization took off from the George F.L. Charles Airport bound for Dominica to assist the citizens there with medical supplies after the devastation of Hurricane Maria. We have just dropped them on the airport with some medical supplies. They were able to purchase about $10,000 worth of medical supplies on the island so they can go to Dominica, assess the situation, and then for us to make the arrangements to get a drop from the U.S. For a full load of whatever is necessary. We are in touch with the director of the hospital in Dominica, and she has sent a list of what is needed today, and that is what they purchased yesterday, and they're going to be going to deliver it today. So whatever we can do to help our sister Isle, apart from prayers, because you feel powerless in this situation, plus we have family over there. So whatever we can do, Raise Your Voice is ready to stand with the people of Dominica, with the people of St. Lucia, to see whatever assistance we can render. Americares assists any Caribbean island or state that requires medical supplies in times of disaster. As part of our ongoing work and part of our emergency response activities, we fly into places like this to deliver medical aid and do medical programming. So what we're doing is we've gotten funding from some really great private donors and institutions, and so we're going to be we purchased some stuff here locally, medicines and medical supplies, and so we're hoping to benefit the hospital there in Rousseau, basically based on their need that they've expressed to us by way of text. The volunteers will stay in Dominica for a period of 4 days to assess the situation and to make a third deployment of volunteers and medical aid. Arriving today are emergency medical modules that will supply for 20,000 people for 3 months, both medicines for their acute needs, wound care, antibiotics, pain relievers, and medicines for chronic needs, respiratory, cardiac needs, diabetes needs. They'll be arriving today, and then we have in the pipeline $1 million shipment to go out of Stamford today and continuing the flow of medicines. Once one of America's top Republicans, Lawrence King is serving a 15-year prison sentence for a multi-million-dollar fraud. But financial crime is only half the story. This is the true story of Lawrence King. It is the story of a cancer at the heart of America and of its continuing cover-up at the highest level. One man is attempting to uncover the full story. John DeCamp is among the most highly decorated Vietnam veterans. A former Republican state senator in Lincoln, Nebraska, he is now a lawyer fighting the legacy of Lawrence King's abuse of power. This is a new wide-body hangar built by Jet Aviation here in Basel. Thanks to this extra space, the Global Business Aviation Services company hopes to further meet clients' expectations. Will that be enough? I'm meeting with Jet Aviation President Robert Smith at the grand opening of the Hangar 3 to understand the strategy behind the expansion. You just inaugurated this new wide-body hangar here in Basel. Correct. And you added 4,500 square meters to reach a total of 8,700? Correct. We had 2 hangars here, what we called Hangar 3 and 4, which were 50-year-old hangars that needed either a major modification or refurbishment
or we had the idea to knock down those hangars and basically put up this new wide-body hangar that gives us more than twice the space and quite a bit more flexibility. And why was this so needed? Well, here in Basel, I don't know if you're familiar with our work, but we do both VIP completion work, which is taking the interior of a large aircraft like a 747 we have behind us here today, and installing all the interior for a head of state or a VIP customer. We also do maintenance, heavy refurb here in Basel for all types of manufacturers. So we were facing a situation where capacity didn't support the demand for the large aircraft modification and refurb business. She was the air hostess on board the notorious Lolita Express, the billionaire's private jet at the center of a sex scandal making lurid headlines across the world. Sleazy Wall Street tycoon Jeffrey Epstein used the Lolita Express to ferry a bevy of beautiful young women. Among the passengers, former President Bill Clinton and Britain's Prince Andrew. On almost every trip that I did go on, there were young girls around. In this Inside Edition exclusive, Shantae Davies takes us inside the secret world of the Lolita Express, named for the controversial book and movie about a professor's infatuation with an underage girl. Shantae made several trips on Jeffrey Epstein's infamous Lolita Express. She says she was one of several young, attractive women hired to travel around the world, giving massages or yoga instruction to Epstein. Testing 1, 2, 3. Last question today. What makes Roy Cohn tick? Dora Cohn wanted a different son from the son that God gave her. And that imbued him a sense of shame about who he was. His father gave him the language through law and politics to express his shame. Roy Cohn's contempt for people, his contempt for the law, was so evident on his face that you knew you were in the presence of evil. He was like a caged animal. If you opened the door, he would come out and get you. He's this bridge between the legitimate and the illegitimate world. When John Gotti walked into a bar and shot a guy in the head, Roy managed to get Gotti off. We have Cohn investigating homosexuals very aggressively. That he was the one who threw the grid parties. And there were rumors he was picking up male prostitutes. He could pull strings and bring people together. He could pull strings and make people do things. Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 4 novembre 2023, la 16e et dernière partie de Une nation sous emprise, volume 1 de Whitney Webb. Donc, cette semaine, je vous raconte comment industrialiser le trafic de jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes enfants. C'est une émission dédiée à mon collègue podcaster, le Doc Mayou, qui ne croit pas à ces histoires-là. Pour lui, ces affaires-là, ça existe seulement dans les églises puis les mauvaises familles. En dehors de ça, l'État a raison. Hein? Ça n'existe pas. La DPJ est parfaite. Le tribunal de la famille est parfait. Tout va bien, Madame la Marquise. Donc, retour sur les différentes générations d'opérateurs et d'espions vus dans le livre de Whitney Webb. J'en ai dénoté 4. 4 générations qui contrôlent l'État profond américain. Qui a dit Ray could fix anyone in the city? Question pour le chat. Répondez si vous le savez. Retour donc sur le personnage de Roy Cohn qui a eu le droit à un chapitre en entier à son sujet, chapitre 4 si je me rappelle bien. Comment l'empire du complexe militaro-industriel américain a mis au pouvoir Ronald Reagan, l'acteur de MCA Entertainment, anciennement les nouveaux studios, je pense que c'est Universal, en tout cas. C'est rendu majeur hollywoodienne cette compagnie-là. Ensuite de ça, vous avez vu dans le montage Covenant House, Americares, comment créer un stock
de ressources renouvelables à trafiquer. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je sous-entends avec cette phrase? Les secrets de Lawrence Larry King et Craig Spence, le contact entre les histoires de BCCI, The Enterprise, l'entreprise de trafic d'armes et de drogue, la CIA, et aussi d'évasion fiscale, le blanchiment d'argent. Le contact, donc, entre le réseau BCCI et le trafic sexuel de masse sous l'administration Reagan. Alors, on termine aujourd'hui de Omaha à Columbus. Comment exporter une ressource renouvelable qu'on a au préalable stockée dans des orphelinats et des écoles publiques. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est à ça que ça sert. Executive Jet Aviation. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que là, on rentre dans le clou du sujet. À la fin de l'épisode, Epstein apparaît. Donc, Epstein, il n'a pas créé rien. Il a pris la barre d'une entreprise déjà existante. Lui, c'est la 3e génération d'agents, d'opérateurs, de assets, de corrompus, de violeurs, de pédocriminels, de pédosatanistes, en tout cas, peu importe. C'est la 3e. Là, on termine l'histoire des 2 premières générations. On revient sur l'époque Reagan avec la vraie histoire. Alors, avant de commencer, je remercie les patriciens qui rendent mon travail possible. Merci à Alexandre Paradis, don de 20$ après, ça c'était mardi. Mardi aussi, Yves Lachance, 25$. Jean Rouillard, comme d'habitude, mon patricien préféré. Jesse Serrazus qui s'en va écrire ma nouvelle chanson bientôt, quand on va revenir de vacances, probablement à Noël. Et j'ai un premier patricien fondateur sur mon infolettre Substack. Il s'appelle Arkelon, Prime Arkelon. Et donc, il a fait un abonnement à 180$ par année. Abonnement fondateur. Ça me fait un bon virement. Ça, c'est bon. Merci beaucoup à vous tous. Sans vous autres, je peux pas acheter des livres comme ça. J'ai reçu ça. Donc, ça, c'est le 4e livre de Pierre Vesperini que j'ai. Poète et lettré oublié de la Rome ancienne. Donc, je vous parle souvent d'antiquité romaine en opposition avec beaucoup de lectures de philosophes et de politiciens actuels. C'est ma source primaire, Pierre Vesperini, parce qu'il connaît ça à fond. 2e livre que j'ai reçu récemment, Between Five Eyes, donc l'histoire officielle. C'est une histoire officielle, donc positive du cartel des agences de renseignement des Five Eyes, donc Australie, Angleterre, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande. Donc ça va être vu de manière positive, mais je vais essayer de décrypter ça parce qu'il y a on commence à comprendre comment ils écrivent, hein, les atlantistes. Donc ça, c'est le genre de choses que je fais, que j'achète avec l'argent que vous m'envoyez, 5$ par mois pour accéder à tout ce contenu, parce que, évidemment, ce podcast exclusif pour les abonnés, 16e partie de mon masterclass sur l'état profond. Abonnez YouTube, luxmedia.info, yanrojdi.com, 5$ par mois, un café par mois. Alors là, on commence. Ah oui, avant de terminer, même contrat pour la 3e semaine. François Aubé Construction, l'entrepreneur viriliste, continue le défi. Hein? C'est quoi le défi viriliste? C'est si on dépasse 100$ de dons, il double le montant des dons de la soirée. Donc, vous avez véritablement... si vous voulez me faire plaisir, il faut dépasser 100$ parce que ça double le montant. Si vous m'envoyez 100, il va m'envoyer 200. Et donc, je vous motive. Vous avez toute la journée, toute la soirée pour 2 heures pour envoyer ces super chats, envoyer des dons, mon adresse courriel, vous inscrire sur les sites web. Tout est dans la description du vidéo en bas de l'écran. Si vous voulez une soumission viriliste, envoyez un courriel à
FA Construction à commercial hotmail.ca. C'est dans le bas de l'écran aussi. Donc, chapitre 10. Comment gouverner avec du chantage sexuel, les secrets troubles de l'ère Reagan, The Dark Secrets. 4 générations d'opérateurs de l'État profond. On a vu donc la première, la création, formation de la CIA. La CIA venait pas de nulle part, ça venait de l'OSS. William Donovan, chef de l'OSS, avec William Stephenson du MI6, ont mis des pions avec les frères Dawes pour créer la CIA. Et là, avec d'autres acteurs qu'on a vus durant le premier livre, qui sont apparus, qui ont été recrutés. Par exemple, William Bill Casey, qui, lui, a découvert l'existence de l'OSS et là, a réussi de se faire recruter. Il a décidé, à l'époque où personne ne savait que c'était une police secrète, lui, il a vu que c'était intéressant. Il est allé chercher, chercher un rendez-vous. Donc, William Bill Casey, c'est le mastermind de la CIA qui a combattu Nixon, Carter, JFK et qui a mis en place donc Bush et Reagan. Ensuite de ça, on a vu que il y avait aussi dans cette première génération des acteurs comme J. Edgar Hoover, chef du FBI, qui était un mafieux accumulant du compromat, avec l'aide de Roy Cohn. Roy Cohn, on revient à lui aujourd'hui. Et un Louis Rosenstiel. Ça, c'était chapitre 2. Louis Rosenstiel, c'est lui qui a inventé l'opération Honeypot chantage sexuel pour corrompre des politiciens, lobbyistes, industriels, journalistes, membres puissants. Et ensuite de ça, on a vu ces acteurs comme construire une deuxième génération d'espions, d'opérateurs, de Hassett, des Robert Keith Gray, Ted Shackley, Edwin Wilson, Thomas Klein, les Hardy Boys, les plombiers de Nixon. C'est toute la même chose. Donc, post-Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années, on va dire, fin 60. Donc, à peu près une génération. On a une deuxième génération d'agents d'opérateurs de Hassett qui sont recrutés. Ils sont mis en échec par les enquêtes du Congrès, du Sénat, les journalistes qui sont virilistes, des JFK, des Jimmy Carter, des Richard Nixon, des gens qui ont essayé d'empêcher l'État profond de devenir tout puissant. Et donc, la deuxième génération, à la suite d'une série de revers, décide de faire un pivot stratégique. Donc, ils vont utiliser les sous-traitants, les NGO, les fondations, les entreprises sous-contractants à la CIA, au Pentagone, département de l'énergie, département de Health and Human Services, n'importe quoi. On va utiliser des sous-traitants pour faire la job sale. On va privatiser la CIA. Et là, il y a une troisième génération d'agents d'opérateurs d'Hassett qui sont recrutés. Des gens comme George H.W. Bush, formé à la CIA. Des gens comme Hillary Rodham Clinton, qui est une agente, une opératrice financière à la base, plus haut placée que son mari. Des gens comme Jeffrey Epstein, qui apparaissent à la fin de ce podcast-ci, parce qu'à l'époque de Ronald Reagan, il est en train de se former à la fraude financière bancaire chez Bear Stearns. Donc, pendant que tout ceci se déroule dans les entreprises qu'on va voir aujourd'hui, Americares, Covenant House, Executive Jet Aviation, Jeffrey Epstein n'est pas le trafiquant humain. Il est un fraudeur, blanchisseur d'argent qui travaille chez Bear Stearns. Qui plus tard va s'effondrer financièrement, on se rappelle. Donc, Ronald Reagan prend le pouvoir après la October Surprise et William Bill Casey pilote
la candidature de Ronald Reagan totalement. Donc le directeur, il devient Director of National Intelligence, le boss du renseignement à la Maison-Blanche. Et comment est-ce que c'est arrivé? Chapitre 10.1, Roy could fix anyone in the city. Donc là, on revient à l'histoire Iran-Contra, scandale Promise, BCCI. Les mêmes acteurs ont eu leur job facilité par les mafias et les hauts fonctionnaires politiciens. Much of the dirty laundry of these different criminals enterprises would be mopped in the early 90s by none other than William Barr. Et oui, vous avez bien compris, tous les scandales ont été cachés. On a les gens de pouvoir qui ont été corrompus avec l'aide de nul autre que William Barr durant les années début 90, le procureur général nommé par Donald Trump. Donc Donald Trump a fait la même erreur que Richard Nixon. Donc les plombiers de Richard Nixon étaient les Hardy Boys de William Bill Casey. Et donc William Barr, lui, je pense qu'il remonte même à la 2e génération quand il a été recruté. Donc c'est probablement l'arrière-garde avec Blinken, Victoria Nuland. C'est eux les plus vieux présentement qui ont l'ancienneté de l'État profond américain. Donc William Barr, who started his career at the CIA and served as George H.W. Bush Attorney General, Barr would play a major role in covering up Iran-Contra, Promise, and BCCI, as seen in his pardoning of Iran-Contra criminals. Donc, il a pardonné des criminels du scandale Iran-Contra. Son patronage du rapport BUA, qu'on a vu la semaine passée, qui cachait des cover-up de certains scandales liés à Promise. Et is thwarting of indictments related to BCCI's 91 collapse, respectively. Donc, il a raté sa job dans plusieurs mises en accusation en 91, suivant l'effondrement de la banque de la CIA BCCI. Donc, comment faire un cover-up si on s'appelle William Barr, agent de la CIA, spécialisé dans la guérilla judiciaire pour cacher des choses? Donc, premièrement, pour faire un cover-up réussi, on doit expliquer à chaque fois qu'il y a des preuves de corruption, de scandale, peu importe, on dit c'est un incident isolé. Donc ça, c'est la première étape, c'est la plus importante. Incident isolé. Incident isolé. Non, il n'y a rien de systématique. Qu'est-ce qui est arrivé durant la fraude électorale de 2020? Hein? Il n'y a pas de preuves de fraude systématique. C'est ça qu'on nous a dit. Hein? Vous vous rappelez? Ben, c'est comme ça. Première étape. Deuxième étape. Utiliser du chantage sexuel. To fix and manipulate any politicians or powerful people. Oh! Qui maniait ce compromettre? Troisième étape. Tu appelles un fixer. Un fixer comme Roy Cohn. Donc, Roy Cohn, sa job, c'est un broker, un fixer. Il arrange des deals. Et arranger des deals, souvent, c'est accumuler une banque de faveurs pour influencer des décisions politiques, judiciaires, financières, médiatiques. Alors, on se rappelle chapitre 2, chapitre 4, la banque d'influence de Roy Cohn s'est construite à travers 3 directions différentes, 3 réseaux où Roy Cohn s'est imbriqué. Premier réseau, le mariage par alliance à la famille Marcus. Donc le gars, on sait qu'il était un homosexuel, mais il était marié quand même à la famille Marcus. L'oncle de la famille Marcus, Bernie Marcus, avait une banque. Donc, il a pénétré le réseau bancaire, clin d'œil, avec la famille Marcus. Ensuite de ça, deuxième réseau, la famille de Roy Cohn, Albert Cohn, son père,
était un membre influent de Tammany Hall, donc la guilde secrète du Parti démocrate sur la côte est américaine. Et troisième réseau, le réseau de son ami d'enfance, Generoso Pope Jr. Son père, Generoso Pope Senior, était un magnat de l'immobilier connecté à des mafias. Donc ça, c'est les trois réseaux qui ont permis à Roy Cohn d'accumuler un pouvoir de projection. Le gars, il était puissant. Et là, pour accumuler du compromat, on utilise la méthode de Lewis Rosenstiel, qui est donc la version 0.1 du honeypot, corruption, chantage sexuel. C'était donc dans sa maison dans l'État de New York, à Manhattan, je pense. Lewis Rosenstiel met des micros, il met des miroirs avec des caméras derrière. Il invite des amis, des collègues, des boss, des gens puissants à sa maison pour des fêtes, des parties. Et tout est capté. Les discussions, les lignes de coke que tu sniffes, les prostituées que tu fourres, tout est enregistré pour te faire pression. Donc ça, c'était la version 0.1. La version 0.5, la version bêta, c'est J. Edgar Hoover, c'est Roy Cohn, c'est le cardinal Spellman et j'en oublie un. C'est ça. C'est eux autres, ils vont développer la Blue Suite à l'hôtel du Plaza Hotel. Une autre version bêta de ça, tu as le Watergate, le scandale Watergate. On fait beaucoup de bêta dans ces générations-là, là, les années 50, 60, 70. On teste des choses. La version 1.0, c'est le logiciel Promise. Et la version 2.0, c'est Palantir, utilisé actuellement. Donc là, on a fait la genèse de comment contrôler les acteurs de la politique, des finances, du système judiciaire, de tout. For instance, Roy Cohn's birthday party in 1979 was attended by the important officials of the Democratic, Republicans, and Conservative parties, most of the city's officials, a number of congressmen, the chief judge of the district's court, and Roy's usuals. Donc, à son party de fête, Roy Cohn, en 79, il y avait des représentants du Parti démocrate, républicain, de la faction conservatrice, des membres de la ville de New York, des fonctionnaires politiciens de la ville de New York, un nombre de congressistes, le juge en chef de la cour du district, de son district, et ses proches, ses amis proches usuels. C'est qui ça? C. Newhouse, William Safire, Donald Trump. Des parties, dans ce cas-ci, c'est un party au Studio 54. Les propriétaires du Studio 54, clients de Roy Cohn. Vous connaissez peut-être le Studio 54 comme étant la plaque tournante disco. On prenait de la drogue, on faisait des orgies sexuelles, on trafiquait des jeunes femmes et des jeunes hommes. Donc, Studio 54, c'est Babylone. C'est là que tu corromps des politiciens. On at least one occasion, Roy Cohn allegedly used a story about a government official's drug use at Studio 54 for political purposes. Donc, à au moins une instance, il a été reconnu formellement que Roy Cohn a utilisé quelque chose qui s'est passé au Studio 54 pour faire pression dans les médias. Il a fait publier une histoire sur l'utilisation de cocaïne dans les médias. Donc, quand vous voyez ça, un politicien pris en train de prendre la coke, André Boisclair, clin d'œil, c'est souvent des opérations de corruption qui sont derrière ça.
The official was Hamilton Jordan. Donc, le nom du fonctionnaire Hamilton Jordan. Le Chief of Staff de Jimmy Carter. Eh oui. Eh oui. Donc, pour défaire Jimmy Carter, il n'y avait pas juste le October Surprise. On a un autre scandale ici, le scandale Roy Cohn qui fait pression contre le Chief of Staff. Ça, c'est le boss de la Maison-Blanche. C'est lui qui décide qui est embauché dans le staff de la Maison-Blanche. Donc, le Chief of Staff de Jimmy Carter et Roy Cohn, connu largement pour être la personne qui a fuité les détails de l'utilisation de cocaïne au club, au journal du New York Times. Deuxième exemple de lien où Roy Cohn utilise son pouvoir de projection. L'exemple mafieux. Roy Cohn a comme client plein de mafieux. Des mafieux comme Tony Salerno, de la grande famille mafieuse Genovese Crime Family. Autre mafieux dans son carnet d'adresse, Carmine Galante, de la famille Bonanno. Troisième domaine où Roy Cohn a des contacts dans les médias. Donc, par exemple, Barbara Walters, to whom Cohn often referred to as his fiancée in public. Donc, il se référait à Barbara Walters comme étant sa fiancée en public. Barbara Walters met en contact la Maison-Blanche, l'aide de la Maison-Blanche avec Roy Cohn et Barbara Walters. Donc ça, c'est une autre manière. Autre contact de médias, Abe Rosenthal, éditeur exécutif du New York Times. William Safire, son ami d'enfance, qui a une colonne au New York Times et au New York Magazine. George Sokolsky, du New York Herald, du New York Tribune et de 2 postes de télé, NBC, ABC. Autre contact médiatique, Rupert Murdoch, qui a reçu l'aide de Roy Cohn pour fonder son empire médiatique au chapitre 7. Autre exemple médiatique, C. Newhouse Jr., son ami d'enfance, qui lui détient Vanity Fair, Vogue, JQ, The New Yorker et d'autres journaux et postes de télévision. Donc c'est la puissance de Roy Cohn, c'est donc comme un hub. Il centralise plusieurs capacités, plusieurs réseaux. Il est connecté à plusieurs réseaux différents pour arriver à ses fins. Les médias de Cohn attaquent ses ennemis politiques. On a un exemple ici. Le District Attorney, le procureur de district de Manhattan, Robert Morgenthau. On se rappelle que Robert Morgenthau et les frères, sont-ils frères, Robert Kennedy et JFK? En tout cas, Robert et John F. Kennedy, les deux Kennedy, et Robert Morgenthau, c'était un peu ceux qui avaient attaqué en premier la sphère d'influence de Roy Cohn pour essayer de mettre en prison certains des opérateurs, des agents de l'État profond. Et on voit qu'ils ont reçu pas mal de marde. 2 Kennedy de mort. Robert Morgenthau a plié. C'est ça qui va arriver à la fin de cette histoire-là. Donc, William Buckley du National Review avec Barbara Walters, Alan Dershowitz et Donald Trump vont servir comme character witness, donc comme témoin pour les comportements, la morale de Roy Cohn dans son procès en 86 pour être retiré du barreau, une audience importante qu'il a gagnée. All but Buckley would later draw controversy for their subsequent connection to Jeffrey Epstein. Donc, tous ceux que j'ai mentionnés et qui passent dans l'audience pour
perdre le droit d'exercer de Roy Cohn, tous ces gens-là vont aussi être connectés à la sphère d'influence de Jeffrey Epstein, ce qui tend à démontrer que Donald Trump faisait partie du réseau de l'État profond, qu'il n'est pas corruptible dans le sens qu'il n'a jamais été piégé par les entreprises de Honeypot. Donc, ça se pourrait qu'il y ait eu affaire avec ces gens-là. Plusieurs fois, on a essayé de le corrompre. Il prend même pas d'alcool, ce gars-là. Et donc, à cause de ça, ils n'ont pas voulu lui donner d'accès à la présidence. Et lui, probablement avec une engueulade à l'interne, avec des gens comme Barack Obama, on l'a envoyé chier, on l'a dit que c'était un moins que rien. Et là, il a décidé de devenir président des États-Unis par lui-même. Ça, c'est de l'hypothèse, hein, qu'est-ce que je viens de dire. Mais moi, c'est comme ça que je le vois, de la manière que c'est dont les informations sont transmises dans ce livre-là. Donc, ah oui, le sous-titre du... il était loin, j'essaie pas de comprendre qu'est-ce que j'écrivais. Donc, le sous-titre du chapitre Roy could fix anyone in the city. Qui a dit ça? La réponse, Stanley Friedman. Le collègue avocat de Roy Cohn, Stanley Friedman, c'est lui qui a dit ça, Roy could fix anyone in the city. En parlant de Roy Cohn, par exemple, ah oui, c'est ça. Stanley Friedman, plus tard, va être reconnu pour coupable de fraude quand il était député maire de New York, donc le poste numéro 2 à la mairie. Ça, c'est excellent. Donc, le collègue avocat qui dit que Roy Cohn peut faire des deals avec n'importe qui dans la ville, a été reconnu pour étant un mafieux plus tard. Donc, parlons de Roy Cohn dans l'administration Reagan. En 79, un an avant l'élection de Ronald Reagan, Ronald Reagan construit son Rolodex. Donc, il a besoin de contacts. En 80, donc, avec l'aide de Roy Cohn, Ronald Reagan va embaucher 3 personnes pour sa campagne présidentielle. 3 protégés de Roy Cohn. Roger Stone, qui va aider à élire Donald Trump en 2016. Donald Trump va participer à la campagne de Ronald Reagan. Et Paul Manafort aussi dans la campagne de Donald Trump. Et il est même présentement en prison, je pense, pour fraude. C'était le gestionnaire de campagne, le boss de la campagne à Donald Trump en 2016. Donc, très intéressant hein, comme détail. Ça tend à supporter ce que je viens de dire à propos de Donald Trump. Un partenaire de Roy Cohn s'appelle Tom Bolin, impliqué dans la campagne de Ronald Reagan et dans l'équipe de transition de Ronald Reagan. Tom Bolin, directeur nommé par Reagan au Overseas Private Investment Corporation, c'est la finance de développement pour des gros projets du gouvernement américain. Très intéressant comme détail. Tom Bolin, partenaire de Roy Cohn, proche des mêmes réseaux que Roy Cohn, William Buckley, Donald Trump, Rupert Murdoch. Tom Bolin, qui va être le Finance Co-Chairman, donc le bras droit financier de la campagne de Donald Reagan pour l'État de New York en 80 et en 84. En 89, 3 ans après la mort de Roy Cohn, Tom Bolin est sur le yacht à un certain Robert Maxwell, le yacht qui s'appelle Lady Ghislaine, avec Donald Trump
avec l'agent littéraire de Roy Kent, Mort Janklow. Les clients de Mort Janklow sont Barbara Walters, William Sapphires et Ronald Reagan. Donc tout ce beau monde-là se connaît. C'est le vrai réseau derrière l'administration de Ronald Reagan. Tom Boland et Roy Kent permettent à des gens de devenir des juges fédéraux. Par exemple, le futur directeur du FBI, Louis Freeh, impliqué dans le cover-up de Penn State Child Molestation and Abuse Scandal, donc un scandale lié à l'entreprise Penn State qu'on va voir plus tard aujourd'hui. Plus tard embauché par Jeffrey Epstein, l'associé de Jeffrey Epstein, Alan Dershowitz, pour enquêter sur le scandale de Jeffrey Epstein, Louis Freeh. Eh oui, c'est lui. Autre gens influents mis en place par Roy Kent et Tom Boland, la sœur de Donald Trump, Marianne Trump Barry, ou eh oui. Roy Kent travaille directement avec William Bill Casey, le boss du Director of National Intelligence. Selon Christine Seymour, durant la campagne en 1980, Roy Kent et William Bill Casey communiquaient à chaque jour ou presque ensemble. Ça, Christine Seymour, c'est seulement la switch operator sur le switchboard operator qu'on appelle à l'époque où tu transférais un câble pour recevoir un appel. En général, les gens qui faisaient ça pour des gens importants, puisqu'ils devaient écouter les appels, étaient eux-mêmes briefés dans le contre-espionnage pour éviter que ce soit des espions. Donc, l'opérateur qui branchait les liens de communication pour William Bill Casey, Roy Kent l'appelait à chaque jour ou presque. Non, je pense que c'est la switch operator de Roy Kent. C'est la switch operator d'un des deux, en tout cas. Début 90, Christine Seymour écrit un livre sur ses communications. Je pense que c'est Roy Kent. En tout cas, l'information sur le livre de Christine Seymour est fuitée au New York Post par Cindy Adams avant la sortie du livre. Donc, c'est fuité. Et Christine Seymour meurt 5 mois plus tard de manière suspicieuse dans un accident d'auto. Elle laisse son livre incomplet. Son collaborateur, Jeffrey Schmidt, panique. Il brûle toutes les notes de la switch operator, l'assistante de Roy Kent, et il brûle l'ébauche du livre qu'ils avaient écrit ensemble parce qu'il ne veut pas se faire epsteiniser. Christine mentionne qu'un autre contact client fréquent de Kent est Nancy Reagan. Donc, Roy Kent était un ami personnel de Nancy Reagan et Ronald Reagan. Reagan et Kent sont donc connectés au même réseau mafieux à travers des gens proches de MCA Entertainment, plus tard devenu, je pense, Universal Studios. Des gens comme Lew Wasserman. Chapitre 1, si vous voulez aller voir l'histoire des réseaux mafieux de Hollywood. Lew Wasserman, promoteur de l'acteur Ronald Reagan à ses débuts. Il l'a poussé ensuite de ça comme président de la Screen Actor Guild. Donc, Lew Wasserman, c'est le handler à Ronald Reagan. C'est comme ça que ça s'appelle dans le jargon. Donc, on revient à l'histoire d'aujourd'hui. Hein? Comment
on fait un cover-up. Ça, c'est ça, hein, le chapitre 1. Le sous-chapitre 1. On dit que c'est des incidents isolés. On utilise du chantage sexuel. On appelle pour ça un fixer comme Roy Khan. Ensuite de ça, quand on a assez de toutes ces ressources-là, on trouve le candidat parfait pour notre opération, Ronald Reagan. Ronald Reagan qui, comme George W. Bush, comme Bill Clinton, comme Barack Obama, sont plus des assets que des opérateurs. Lew Wasserman de MCA et d'Hollywood, directement lié à Reagan d'une part, et aussi directement lié à la mafia, je vous l'ai dit. Par exemple, le Mayfield Road Gang de Mo Dalitz. Mo Dalitz qui a été mentionné quasiment à chaque chapitre, ami de un des 4 grands criminels qui a créé le syndicat national du crime organisé, la mafia, Meyer Lansky. Mo Dalitz lié à Roy Khan dans les scandales United Die, donc la teinture United, chapitre 4. Donc, depuis les années 60, Roy Khan est lié aux mafieux de la mafia. Lew Wasserman marie Edith Beckerman. Son père, c'est l'avocat de Mo Dalitz. Lew Wasserman, ami proche de Sidney Korshak, qu'on a vu au chapitre 1, lié à Mo Dalitz et Meyer Lansky au niveau de plans immobiliers en lien avec des hôtels. Sidney Korshak, successeur selon New West Magazine de Meyer Lansky, un des 4 super boss de la super mafia. Rappel, avant Ronald Reagan, le département de la justice enquête sur la mafia de Hollywood MCA Entertainment, Lew Wasserman. Et quand Ronald Reagan est élu, pouf, par magie, le département de la justice de Ronald Reagan stoppe l'enquête. Une enquête sur Salvatore Pizzello de la Gambino Crime Family qui fait de la business avec MCA Entertainment. Qui est le boss de la Gambino Crime Family? Paul Castellano, client de Roy Khan. Autre opérateur dans l'administration de Ronald Reagan. Robert Keith Gray, qui a eu son chapitre 5 à lui tout seul. Lui, c'est l'opérateur maître-chanteur. C'est lui qui accumule le compromat. Donc, il fait le lien entre l'opération Honeypot, le chantage sexuel. C'est lui, c'est le maître chanteur, c'est l'espion, c'est le boss. C'est lui qui est l'opérateur sur le terrain de William Bill Casey. Robert Keith Gray, chapitre 5, ami de Khan, mais très secret. Nous n'avons pas vraiment de preuves, c'est très circonstanciel au niveau des liens avec Roy Khan. C'est le vrai espion maître chanteur, on ne le connaît pas vraiment. Donc, Robert Keith Gray, Roy Khan, William Bill Casey, c'est eux qui ont dirigé l'opération Ronald Reagan pour prendre le pouvoir, pour que l'État profond place son premier président complètement à 100% dominé par l'État profond. C'est fou, hein? Le co-chair de Reagan, pour l'inauguration de Reagan, Robert Keith Gray, pour le comité d'inauguration. Robert Keith Gray va ensuite retourner dans le monde privé des relations publiques, clin d'œil. Qui sont les clients de Robert Keith Gray? Des gens comme Adnan Khashoggi, de la maison des Saouds, la pétromonarchie. Mark Rich, l'agent financier proche du narco-État appelé Israël et du Mossad. Roy Khan aussi a Adnan Khashoggi comme client. Jeffrey Epstein aussi prend Adnan Khashoggi comme client à la même époque. Très intéressant, hein? Donc, on va voir plus de détails là-dessus au prochain chapitre.
il y a encore plus de réseaux qui se recoupent, des contacts qui se recoupent à travers ces réseaux. 2 mai 1983, on a un testimonial diner, donc un dîner d'honneur. L'autre, c'est l'organisation secrète israélienne B'nai B'rith pour le Banking and Finance Lodge au Grand Hyatt Hotel de New York en l'honneur de Roy Cohn pour son soutien à Israël. C'est une tradition qu'il avait débuté, ce soutien à B'nai B'rith, parce que son père l'avait débuté. Donc Roy Cohn continue cette tradition-là. Et nous allons voir qui a participé à ce dîner d'honneur en l'honneur de Roy Cohn pour l'organisation secrète B'nai B'rith. Donc Albert Cohn, le père à Roy, un membre très influent de B'nai B'rith, président d'un des chapitres les plus influents. En 1878, le New York Times se réfère à l'organisation B'nai B'rith comme étant une des plus secrètes et puissantes organisations, une des organisations secrètes les plus puissantes des États-Unis. That now exercise an immense influence in all matters of common interest to the Jewish community. Donc, c'est une société secrète de Juifs. To bind its members more closely together, the article continues, the seal of secrecy was stamped upon its proceedings, thereby following the example of the Masonic and other secret fraternities. C'est une fraternité secrète. Comme les francs-maçons, c'est secret. L'histoire de B'nai B'rith remonte au 19e siècle. C'est plus loin que le début du livre, donc nous ne pouvons pas aller chercher l'histoire de ça aujourd'hui. Des années 80, la société devient dominée par des membres influents des mafias internationales et en lien avec les agences de renseignement otaniennes. Et un exemple très tôt de ça, c'est Albert Cohn, avec cette histoire que j'ai faite au chapitre 4. Au temps de B'nai B'rith, pour le souper de Roy Cohn, l'organisation avait sur son Board of Overseers des gens comme Edmond Safra, lié à BCCI, lié aux mafias, lié aux agences de renseignement, mort dans des circonstances troubles. Edgar Bronfman, chapitre 2, le vendeur de whisky devenu très puissant partout, donc dans le divertissement, dans les mafias, dans l'hôtellerie, dans l'alcool, et autres personnes présentes au dîner d'honneur en l'honneur de Roy Cohn, Leslie Wexner, son mentor qui s'appelle Max Fisher. On va revenir là-dessus, Max Fisher, Leslie Wexner, au chapitre 14. Parce que B'nai B'rith a joué un rôle critique dans la création de l'organisation philanthropique de Leslie Wexner qui s'appelle The Wexner Foundation. D'autres honorary chairmen, 8 amis proches de Roy Cohn qui sont honorés durant ce souper. Donald Trump, Rupert Murdoch, Stanley Friedman, George Steinbrenner, des clients de Roy Cohn. Un autre, Gerald Schoenfield, décrit comme étant la figure la plus influente de la business du théâtre. Theater, je sais pas si c'était theater ou theater cinéma, en tout cas. C'est lui qui a fait renaître Broadway, donc c'est du théâtre. Autre honorary chairman de ce souper-là, Maxwell Rabb, vu précédemment comme secrétaire du cabinet du président Eisenhower, qui a succédé à Maxwell Rabb, Robert Keith Gray. Et Robert Keith Gray a utilisé la secrétaire de Maxwell Rabb quand il était à ce poste-là.
Quand il a quitté la Maison-Blanche, Maxwell Rabb a été impliqué dans des deals de business avec des gens liés au crime organisé comme Jack Cooper et des frontmen de Meyer Lansky. Il était aussi sur le board of directors d'une compagnie fondée par un des frontmen de Meyer Lansky qui s'appelle Louis Chesler. À l'époque du souper de 1983, Maxwell Rabb était l'ambassadeur américain en Italie et il a été plus tard accusé d'implication dans le scandale Iran-Contra. Le New York Times le décrit comme étant une connaissance, un ami de longue date d'un des clients de Roy Cohn, Adnan Khashoggi. Donc tout ce beau monde-là se connaît très bien et font des dîners honorifiques dans des organisations secrètes de juifs. Donc, aside from these, other chairmen. Donc, d'autres chairmen présents à ce souper. Edward Reagan, pas de A, donc R-E-G-A-N, qui était le Comptroller of the State of the New York. Donc, ça, c'est... Comptroller, c'est l'auditeur, le gars qui surveille les rapports financiers de l'État de New York de 79 à 93 sous le gouverneur Hugh Carey, dont on va parler au chapitre 12 et dont j'ai déjà parlé au chapitre 6. Autre honorary chairman, Mario Cuomo, la famille Cuomo. Donc, il y a des procureurs en 88 qui ont enquêté sur M. Reagan, donc le comptroller, et sa capacité à lever des fonds. Il y a un mémo qui a été écrit par un top aide, donc un assistant, et qui parle d'une politique under which those who give will get, suggesting perhaps that financial firms that provided the bulk of the comptroller's campaign contribution would receive state business. Donc, c'est le genre de choses qu'on faisait. On te fait venir comme pas témoin, mais comme genre, on t'invite un invité d'honneur à un banquet comme ça. Ensuite de ça, on t'aide à te lever des fonds pour ta campagne politique et on te corrompt comme ça. Le dernier honorary chairman et ami intime de Roy Cohn, le plus significatif pour le contexte de ce livre, s'appelle Alan C. Greenberg, le chairman de Bear Stearns. Donc là, on fait un lien avec Jeffrey Epstein. As will be detailed in the next chapter, Greenberg played perhaps the most crucial role of all in the early rise of Jeffrey Epstein into the networks of the New York elite. Donc, c'est lui qui fait l'introduction de Jeffrey Epstein pour qu'il prenne les règnes de cette entreprise criminelle mondialisée. D'autres amis proches de Roy Cohn au dîner, dans le comité, Tom Bolan, son collègue le collègue de Roy Cohn, William Safire, son ami, d'autres membres du comité, Charles Allen de Allen & Company lié aux agences de renseignement, Ron Perlman, un raider corporatiste lié à Drexel Burnham Lambert. Donc ça, c'est un autre réseau de trafiquants d'armes, d'industriels. Je pense qu'il est basé au Texas, mais je ne suis pas certain. Ron Lauder de la fortune Estée Lauder, qui a servi comme sous-secrétaire à la défense. Donc Lauder, c'est une famille oligarque, sous-secrétaire à la défense de Reagan. Des représentants de la Israel Discount Bank, chapitre 7, et Leumi Bank, chapitre 3. D'autres congressistes, d'autres sénateurs, incluant Strom Thurmond, Jack Kemp et Arlen Specter. C'est-tu pas beau, tous ces gens-là qui étaient directement dans la sphère d'influence de Roy Cohn? C'est des beaux noms, hein?
On voit vraiment on voit vraiment de tout. De tout. Donc, merci à Gaël Porto. Merci Anne pour tes vidéos du samedi. 5$. Il manque 95$ pour m'assurer ma réussite pécuniaire pour aujourd'hui. Hein, cher Patricien, j'ai besoin de vous, comme d'habitude. On est rendu au sous-chapitre 10.2. Covenant House et Americares. Donc là, on a vu que l'administration Reagan n'était pas l'administration Reagan, c'était l'administration William Bill Casey, Roy Cohn, Robert Keith Gray. Là, on va voir comment on a parti de la Blue Suit de J. Edgar Hoover, Roy Cohn, Rosenstiel, du Watergate, pour arriver à pas la nouvelle version de Honey Trap, Honey Pot, corruption, chantage sexuel. Donc ça c'est une version. C'est un service de l'état profond, le chantage sexuel. Là, on rentre dans le trafic sexuel aujourd'hui. Donc, le trafic sexuel, il a commencé avec la Blue Suit de Roy Cohn, J. Edgar Hoover, Louis Rosenstiel, le Plaza Hotel, chapitre 2. Ça, c'est la version 0.1. Ensuite de ça, version 0.5, le Watergate Hotel. Ça, c'était déjà proche, c'était bêta. Version 1.0, le trafic systématique, industriel. On change d'échelle, on scale up, qu'on appelle, pour aller chercher des économies d'échelle. C'est ça le but. La traite négrière peut aller se cacher, mesdames et messieurs, à partir de cette époque-là. Le trafic industriel le trafic sexuel sous Reagan commence à devenir massif. Alors, c'est à partir d'ici que les abonnés gratuits ne pourront plus avoir accès au contenu. Donc, si vous voulez voir la fin du podcast, 5$ par mois. Vous avez accès à tout ce contenu-là. Des montages, de l'actualité, des recensions d'ouvrages académiques, du complétisme, du rojdisme, du virilisme. Hein? C'est tout ça en même temps. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on est rendu à, je voulais checker l'heure, 1h09. Donc, quand je vais faire la modification tantôt, j'ai-tu quelque chose que je voulais rajouter? Donc, en 1968, il y a un prêtre catholique qui s'appelle Bruce Ritter. Il demande à ses supérieurs de l'Église